Bonjour Marie Chevillotte, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, l'association Art Urbain dans les territoires. Effectivement, tous les mois à peu près, nous avons une interview d'une personnalité du cadre de ville et on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui, d'autant que, on le verra tout à l'heure, mais vous allez nous accompagner dans une table ronde le 17 mai, on l'espère, au ministère de la cohésion des territoires sur le thème des franges urbaines. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de vous présenter d'abord et de dire quelle est votre activité pour nos amis internautes et nos membres de l'association. Bien, bonjour Louis, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Marie Chevillotte. Aujourd'hui, je suis en charge de la ruralité et des parcs naturels régionaux à la région Île-de-France. Donc, avec mon équipe, nous pilotons la mise en œuvre du pacte rural, qui est le document stratégique clé qui a été voté par la région en 2016 pour réorienter l'action de la région vers les territoires ruraux, rééquilibrer l'intervention régionale et répondre aux besoins spécifiques de ces territoires. Donc ça, c'est un pan de mon activité. L'autre pan qui occupe une grande part de mon temps, c'est le soutien des parcs naturels régionaux. Donc en Ile-de-France, ils représentent 20% de la superficie régionale. Ils vont bientôt représenter 25% avec la création d'un 5e parc en Seine-et-Marne. Voilà, donc la région est très engagée auprès de ces PNR, à la fois pour financer leur action, mais aussi pour les accompagner dans leur réflexion stratégique sur le développement de ces territoires-là. Et notamment, la région signe formellement une charte de territoire de 15 ans avec ces parcs naturels régionaux. Et ces parcs, au moment où tout le monde évoque le sujet de la nature en ville et pendant cette période depuis un an très délicate pour nous tous, ces parcs naturels, quel rôle jouent-ils en réalité vis-à-vis de la population francilienne et autres, bien sûr? Alors, les parcs naturels régionaux, c'est des outils qui ont été créés en 1967 par le général de Gaulle, mais qui ont vraiment une actualité, je dirais, brûlante. Aujourd'hui, parce qu'ils correspondent vraiment à des besoins de ces territoires ruraux et des habitants pour les accompagner dans une trajectoire de développement qui correspond aux enjeux de la transition climatique. Donc, c'est vraiment des structures originales, c'est des structures de mission. Donc, c'est entre 15-30 personnes, des personnels très qualifiés, ancrés dans des territoires et donc qui accompagnent les élus, les acteurs économiques, les habitants, les associations, les commerçants, les artisans dans leurs besoins très concrets et pragmatiques. C'est des structures aussi qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles ont une approche globale du développement des territoires. Donc, ils ont plusieurs missions qui correspondent à toutes les facettes du développement, que ce soit l'aménagement, le développement économique, social, culturel, et évidemment la préservation des patrimoines bâtis et naturels qui est au cœur de leur mission, et ça va bien au-delà. Donc ils ont cette palette de missions et ils ont une palette de rôles aussi assez spécifiques qui font qu'ils sont vraiment en capacité d'intervenir sur l'ensemble des sujets du développement territorial. C'est à la fois des stratèges, parce que ça va être des structures qui vont définir, comme une collectivité territoriale, des objectifs spatialisés à 15 ans. C'est quand même, ils ont un rôle de stratégie extrêmement fort, mais c'est aussi des fédérateurs, des catalysateurs d'initiatives, c'est aussi des experts, des conseils, c'est des médiateurs. Voilà, donc on essaye à la région aussi de les aider à bien définir ces différents rôles pour montrer à quel point ils ont une multiplicité de casquettes qui leur permet d'être particulièrement pertinents dans ces territoires ruraux. Et aussi, ce qui paraît important aujourd'hui, c'est que c'est des structures de dialogue. On le voit, les territoires ruraux sont confrontés à une pluralité d'impératifs. On le voit par exemple sur la question de l'artificialisation des sols. À quoi faire les sols demain? Est-ce qu'on va faire de l'agriculture? Est-ce qu'on va faire de la remise en nature? Est-ce que cette agriculture, ça va être de l'agriculture vivrière? Voilà, il y a beaucoup d'enjeux, de priorités à concilier. Et ces structures-là me paraissent particulièrement intéressantes pour mener ce dialogue, pour mener cette conciliation,
Est-ce qu'elles sont en capacité de mettre tous les acteurs autour de la table? Ce pas des structures qui imposent, c'est des structures qui vont créer du consensus, créer de la vision partagée et du projet commun. Et ça me paraît particulièrement nécessaire aujourd'hui pour concilier les enjeux de paysage, de patrimoine naturel, d'énergie renouvelable, de développement économique qui concernent ces territoires. Très bien. Donc, c'est un outil véritablement qui, quand vous parlez d'artificialisation des sols, c'est un des sujets, évidemment, depuis un certain nombre d'années, mais encore plus au moment où on évoque la loi ZAN et les évolutions d'aménagement des franges des villes. Et vous allez co-animer avec nous, donc le 17 mai, on l'espère, au ministère, une table ronde sur ce thème donc de la régénération des franges des villes, bourgs et villages dans le cadre du prix Air-Urbain de l'association. Et est-ce que, d'abord, première question, qu'est-ce que vous inspire évidemment ce sujet des franges, mais est-ce que la technicité, si je reprends ce que vous dites, est-ce que la technicité que vous avez dans ces parcs est-ce qu'elle pourrait être mise à profit de ce travail sur les franges, par exemple? Alors, ça m'inspire beaucoup, hein, forcément, ces sujets-là. Je suis ravie de participer le 17 mai à cette table ronde. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment vraiment charnière où le regard évolue vers ces franges de façon beaucoup plus positive. On regardait toujours ce qui n'allait pas dans ces territoires-là, le manque d'infrastructures, la mauvaise desserte en transport en commun, etc. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup plus sur leur potentiel et leur attractivité. Je trouve ça extrêmement positif. On a un moment où à la fois ces territoires-là proposent un cadre de vie qui correspond à des nouvelles aspirations, donc il y a un regain d'attractivité d'un certain nombre de territoires. On est à un moment aussi où on se rend compte que ces territoires-là sont essentiels dans des logiques de résilience, de transition, parce qu'ils apportent un certain nombre d'aménités, de services écosystémiques. Et on a un moment où les technologies et les nouveaux modes de vie, notamment le télétravail, sont une opportunité majeure pour penser le développement de ces territoires dans une logique plus sobre. Donc, je pense que c'est vraiment un moment clé pour pouvoir mettre les gens autour de la table, comme on va le faire le 17 mai, pour pouvoir échanger sur ces territoires-là. Est-ce qu'on est voilà, un alignement des astres, je dirais, pour pouvoir avancer sur les questions d'aménagement de ces territoires-là? Oui, parce que c'est vrai que la période qu'on vit là, exceptionnelle depuis un an, maintenant un peu plus d'un an, incite, on l'a vu, un grand nombre d'habitants des villes ont souhaité quitter les métropoles, on l'a vu, voilà, pour rechercher moins de concentration urbaine, plus de nature, moins de pollution, un cadre de vie plus économe. Quelle est votre réaction vis-à-vis de ce mouvement? Est-ce que c'est un mouvement qui sera durable ou transitoire? Quel est votre avis là-dessus? Je pense que c'est difficile à dire aujourd'hui, qu'il faudra regarder ça sur le long terme. Après, il y a une vraie. Je pense que l'aspiration vers un meilleur cadre de vie, elle existe depuis longtemps. On voit les Franciliens qui quittent le cœur de métropole vers des territoires moins denses. Aujourd'hui, ça s'accentue. C'est quelque chose qui, quand même, est préexisté, je dirais, à la crise que l'on connaît. La question, c'est de savoir ce mouvement, à quel point il va être massif et à quel point il va imposer un rééquilibrage des territoires. Et deuxièmement, quels territoires vont en bénéficier? Je pense que c'est ça aussi qu'il faudrait regarder. Ce qu'on voit dans les premières analyses, c'est plutôt les villes moyennes, a priori, qui sont le réceptacle de nouveaux habitants, plutôt que les beaux villages, petites villes. Je pense qu'il faut s'en réjouir, sans vouloir être dans une opposition un peu simpliste à la métropole, mais je pense que ces villes moyennes ont vraiment un rôle à jouer dans l'aménagement du territoire et qu'on est dans une logique de régénération de ces villes moyennes qui est tout à fait positif à la fois pour les habitants et dans une logique de développement durable, c'est-à-dire qu'il va falloir reconstruire la ville sur la ville, arrêter l'artificialisation des sols en périphérie de ces villes moyennes, et donc toute l'attention qu'on pourra y mettre me paraît particulièrement positive et intéressante. Voilà. Après, savoir si c'est un mouvement durable, c'est encore difficile à dire. En tout cas, je pense qu'il y a une vraie évolution d'inspiration. Et ça me paraît très durable.
mais que ça soit en ville ou à la campagne. C'est-à-dire qu'en ville également, on va demander moins de densité, plus d'espace vert, plus de respiration, plus d'espace public. Donc voilà, donc ces aspirations-là, elles sont multiples et elles concernent, je dirais, l'ensemble des territoires. Et ce qui me paraît important, c'est vraiment qu'on pense en tout cas ces nouvelles arrivées, ces mouvements-là, dans une logique de développement durable. Et que ça incite d'autant plus à avoir une réflexion sur ces villes moyennes, ces petites villes, et une vraie stratégie de développement de ces territoires-là. D'accord. Mais alors, c'est vrai qu'en vous entendant, on a parlé donc d'une grosse technicité sur ces parcs naturels, sur ce mouvement donc de départ. Alors, on l'a vu, est-ce qu'il sera transitoire, est-ce qu'il sera durable, mais cette volonté d'habiter autrement la ville que la ville dense, avec tout ce que ça veut dire de coûts, de pollution et de surface, c'est-à-dire que les gens habitent, on l'a vu, que les gens habitent des surfaces de plus en plus petites et souvent les gens sont de plus en plus seuls. Euh, Comment, sur l'aspect culturel et social, quand vous avez, je crois que vous avez travaillé sur le sujet des friches, avec des franges, pardon, avec les ateliers de Cergy, les ateliers de maîtrise de ça. Qu'est-ce que vous ont appris donc ces jeunes professionnels qui ont travaillé sur ce thème des franges? Est-ce que il y a une autre manière de voir les choses, d'appréhender les choses? Comment vous voyez ça? Déjà, quand on a voulu définir le sujet de cet atelier de Sergi, on a posé la question du bonheur. Ah oui, Comment rendre une frange heureuse? oui, c'est C'est-à-dire qu'on vrai. voulait quand même inciter à un angle un peu particulier, à se poser la question de manière différente sur le Ouais, développement du territoire. Et je pense que les étudiants, les jeunes professionnels se sont vraiment saisis de cette question-là, ouais, ont interrogé la notion même de développement de ces territoires. Donc, c'était particulièrement intéressant. Moi, je retiendrai, je pense, 4 idées de leur proposition. La première idée, c'est la mise en capacité des territoires. C'est-à-dire ne ouais. pas forcément faire un aménagement par le haut, une stratégie par le haut, mais de bien partir des besoins de ces territoires, de leur force de vivre, des acteurs, de ce qu'ils proposent pour penser leur aménagement. Ce qui veut dire aussi pour leur donner les moyens de mener à bien leur projet. C'est pour ça que la question de l'ingénierie, financement, etc., me paraît fondamentale. C'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième idée qui est ressortie aussi beaucoup de ces propositions, c'est l'évolution des modes de vie, une aspiration vers un autre rapport au temps, vers plus de slow aménagement. Donc, comment aussi on accompagne ces nouvelles aspirations, ces nouvelles façons d'être dans son territoire, et qu'est-ce que ça peut poser comme question pour l'aménagement, par exemple en termes de densité, est-ce que ça peut interpeller les aménageurs, en tout cas, dans leur façon de faire. Aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait pertinent. La troisième idée qu'ils ont portée, c'était de re-questionner la notion de centralité, de se Ah dire que oui, la centralité dans les territoires ruraux, c'est pas forcément que la question de la concentration de services ou d'équipements. La centralité, ça peut être aussi un lieu repère, un lieu de rassemblement, un lieu de projet. Et je pense que c'est très important aussi dans la façon dont on va structurer l'équipement de ces territoires, leur aménagement, de se poser la question de la centralité un petit peu différemment et des réseaux de territoire aussi. De penser plus en réseau de territoire qu'en catégorie de territoire. Et dernier point, qui était non le moindre, c'est la façon de faire projet dans ces ah oui, territoires. Ils ont tous proposé voilà, d'impliquer beaucoup plus les habitants et les acteurs locaux dans ces projets de territoire. Au risque peut-être d'oublier un peu les élus locaux, c'est ce qu'on aurait pu leur reprocher, mais je ouais. pense qu'il y avait une intention très positive. Encore une fois, de partir des forces vives. Il y a une équipe qui a proposé la création d'une école nomade, donc qui prend la forme d'une yourte qui se déplacerait de village en village et qui permettrait aux habitants de se réunir, de se croiser et que des initiatives émergent comme ça, avec des gens voilà, qui les accompagneraient, qui les formeraient.
et qui permettrait ensuite à l'AIOR de capitaliser sur ce réseau d'expériences et d'initiatives et de faire émerger des étincelles un peu partout dans les territoires. Voilà, c'est une façon de faire projet qui pourrait être testée, expérimentée dans les territoires et que je trouve voilà, assez stimulante. Quand on vous entend, vous parlez de, enfin, il parlait et vous parlez de slow aménagement. Ça n'a rien à voir avec une notion de décroissance, cette notion de slow aménagement. Non. Comment vous le comprenez? Non, je pense pas qu'ils aient abordé la question de la décroissance frontalement parce que ça me semble être une question un peu piège. C'est-à-dire Ouais, que elle n'est pas forcément focus pour la réflexion. Ce qui leur a semblé important, c'est de questionner sur qu'est-ce qui nous rend heureux dans nos ouais, territoires. Et pour eux, ils ont vraiment souligné l'importance du sentiment d'appartenance, de ouais, l'identité d'un territoire et de pouvoir profiter de ce territoire dans des rythmes qui soient différents de ceux qu'on nous impose aujourd'hui. D'autant plus en périphérie francilienne où on est vraiment dans une logique métro, boulot, dodo, les gens rentrent tard dans leur territoire, ils n'ont pas forcément la possibilité d'en profiter autant qu'ils le voudraient, alors que souvent ça peut être aussi le résultat d'un vrai choix de vie de s'installer dans ces territoires. Mais du coup, comment on renverse un petit peu cette dynamique-là pour qu'ils aient un mode de vie qui soit plus cohérent avec leurs envies et avec les défis environnementaux aussi. Comment on est plus ancré dans leur territoire, comment on va s'alimenter, s'équiper, se restaurer en proximité, voilà, profiter des aménités de son territoire, profiter de la nature. Voilà, l'équipe qui parlait de solo aménagement proposait des panneaux routiers qui invitaient à l'observation de ce qui nous entourait. Parce que pour eux, c'était quelque chose qui pouvait contribuer au bonheur d'être dans son territoire. Et je pense que c'est des réflexions très enrichissantes. Donc, en vous écoutant, il y a énormément de choses, d'usages qui changent, qui vont changer, qui vont changer. Euh, Comment, j'ai envie de vous poser cette question, comment les modes traditionnels d'aménagement des territoires, des villes, vous avez dit tout à l'heure que les PNR avaient été inventés du temps général de Gaulle, etc., du temps des Trente Glorieux, j'imagine, de la croissance démographique et économique du pays, etc. Comment, dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où il y a cette volonté effectivement d'habiter la ville autrement, habiter sa maison, son logement autrement, on l'entend vraiment beaucoup avec les gens qui souffrent beaucoup hein, du fait du confinement depuis un an, etc., d'habiter des surfaces trop petites, d'habiter des lieux très minéralisés, très concentrés, etc. Comment vous imaginez qu'on puisse réadapter, remettre en place, réinventer effectivement peut-être des modes d'aménager, des modes de faire, vous l'avez dit, de faire projet, mais à l'échelle de territoire. Et le sujet qu'on évoquera le 17, donc sur ces franges, c'est-à-dire sur les lisières de la ville, ces lisières des métropoles, etc., qui sont aujourd'hui très convoitées et en même temps qui appartiennent au monde souvent de l'agriculture, dont on n'a pas beaucoup parlé là, hein, mais dans ce monde agricole, qui souvent freine un peu quand voit l'arrivée des urbains. Hein, voilà, il y a un petit sujet quand même. Comment vous voyez, comment vous imaginez-vous qui êtes aux commandes de ces procédures de grands aménagements, comment vous imaginez la manière de reconsidérer ces modes traditionnels de l'aménagement? Je pense que la première étape, et j'espère que la table du 17 mai y contribuera, c'est de se mettre autour de la table avec Ouais, les acteurs qui font la vie, que ce soit les acteurs publics ou privés, pour réfléchir, je pense, au modèle économique et au mode d'intervention sur ces territoires. On a beaucoup de ouais. freins aujourd'hui qui empêchent d'aller plus loin dans certains modèles d'aménagement et qu'il faudrait C'est quoi les freins? décrypter. C'est quoi les freins, par exemple? C'est quoi les freins? Un ou deux freins? Je pense qu'aujourd'hui, la question du coût du foncier ou du Ouais, coût de réhabilitation des etc., freine l'intervention. Voilà. C'est difficile de faire venir des promoteurs, des bailleurs sur certains territoires ruraux. Il faut savoir si c'est des freins psychologiques, si c'est des freins organisationnels, si c'est des freins économiques, bien les comprendre pour pouvoir y répondre et que ces acteurs-là réinvestissent
ces territoires avec l'accompagnement voilà, des pouvoirs publics, mais qu'on puisse les réintéresser à ces territoires et des façons de faire qui soient plus durables. Je pense qu'il y a une vraie appétence aujourd'hui pour aller sur ces territoires. Voilà, je pense que bien comprendre ces freins et essayer de les lever ensemble, ça me paraît être une étape importante. Ensuite, ce qui me paraîtrait intéressant aussi, c'est qu'on poursuive ce changement de regard sur ces territoires. Aujourd'hui, on a commencé avec les villes moyennes, petites villes de demain, l'agenda rural. Il y a beaucoup de choses qui se font qui permettent de faire évoluer l'action publique, en tout cas vers ces territoires-là. Mais on est beaucoup dans une logique de catégorie. Ça serait intéressant de s'abstraire un petit peu de ces catégories, petites, moyennes, grandes villes, etc., pour réfléchir aussi plus en systèmes territoriaux, s'intéresser vraiment aux caractéristiques d'un territoire, d'une région, de bien comprendre aussi les spécificités du territoire au-delà d'une catégorie de taille qui me paraît être un petit peu peut-être réductrice pour comprendre les logiques qui traversent ces territoires et qui englobent aussi leur réalité géographique, politique, économique pour les soutenir dans leurs projets. Donc, je pense que voilà, ce changement de regard et bien partir des territoires plutôt que partir de voilà, comme justement ces jeunes dans les ateliers, ça pourrait être voilà, aussi un point de départ stimulant. Et il y a un troisième sujet aussi qui me paraît important, c'est celui des coopérations entre ville et campagne. Un sujet qui émerge, on a les contrats de réciprocité, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, notamment sur les questions alimentaires ou d'énergie. Ces coopérations-là, elles sont clés, je pense, pour sortir justement d'une logique un peu d'opposition de campagne ou métropole périphérique qui est assez stérile aujourd'hui. La question, c'est plutôt comment on fonctionne en système et comment on met en place des coopérations qui soient fructueuses pour les deux côtés. Pas seulement pour la ville qui a besoin, mais aussi pour les campagnes qui ont besoin d'évoluer. Donc, comment on met en place des formes de coopération qui soient bénéfiques des deux et qui impliquent les acteurs des deux côtés. Je pense que si on arrive à ça, on sortira d'un certain nombre de côtés aussi. Très bien, très bien. Écoutez, merci Marie. On termine, je pense, sur cette vision de la coopération entre ces deux mondes, le monde rural et le monde de la ville, le monde urbain, et surtout sur l'idée de continuer surtout à échanger ce que nous avons fait. Et on vous remercie au nom de l'association vraiment Arrêt Urbain dans les territoires, parce que c'est sur la base de ces dialogues, de ces échanges et de ces expériences que petit à petit on découvre que des choses très compliquées à faire, et bien finalement peut-être on va arriver quand même petit à petit à les faire. Donc merci beaucoup Marie. On se retrouve donc, je l'espère, nous l'espérons tous, le 17 mai pour cette table ronde, et passez une belle journée. À bientôt. Merci à vous.